À la une ce soir, les agents municipaux de Schœlcher toujours mobilisés pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Les services de restauration scolaire, de crèches et de garderies ont été perturbés aujourd'hui. Le mouvement sera reconduit demain. Cri de désespoir de la famille du petit Devon, prise en charge trop tardivement aux urgences de la MFME en juin dernier. Le bébé souffre de nombreuses séquelles suite aux complications de sa jaunisse. Ses parents ont dû déménager à Paris pour le soigner. Leçon de solidarité au Lamentin. Une famille accueille une autre famille sinistrée de l'ouragan Irma à Saint-Martin. Les enfants sont scolarisés à l'école du quartier. Puis le hashtag Balance ton porc a eu des échos chez nous. Les femmes dénoncent les cas de harcèlement sexuel auxquels elles ont été confrontées. La sociologue Nadia Chonville nous parlera de ce phénomène qui est loin d'être nouveau. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La grève des services municipaux de Schœlcher continue. Le mouvement entamé depuis jeudi dernier a pour objectif de dénoncer les mauvaises conditions de travail des agents. Les grévistes se sont réunis ce matin pour faire le point sur leur situation et déterminer de nouvelles actions à mener. Aujourd'hui, les accueils des écoles, crèches et cantines ont été perturbés. Reportage de Guy Raphaël René. Écoles fermées, cantines et crèches également. Depuis jeudi, les agents municipaux sont en grève. Ils dénoncent un dysfonctionnement général de l'administration municipale et de mauvaises conditions de travail. Après 3 jours de grève, c'est le statu quo. Le dialogue avec la mairie est au point mort. Nous demandons aujourd'hui à nos directeurs simplement de nous représenter et de porter nos revendications au maire. Voilà tout ce que nous demandons. Ça n'a pas été fait? Eh bien, jusqu'alors, nous sommes en attente de oui ou de non de leur part. Alors, monsieur Dernay souhaite être notre interlocuteur, mais nous nous refusons. Si nous avons à discuter avec un élu, ce sera directement monsieur le maire. Parce que nous estimons que monsieur Dernay n'est pas force de décision. Parmi les revendications, le manque d'effectifs au niveau des animatrices scolaires serait à l'origine de souffrances dues à une charge de travail trop importante pour chacun des agents. Nous avons des animateurs à Plateau Fofo qui ont 2 classes de 25 enfants, ce qui fait une cinquantaine d'enfants. Lorsqu'il y a des arrêts de maladie, ça monte à 60 enfants. Donc nous ne sommes pas en sécurité. Ce que nous demandons au maire, c'est de nous aider, de nous écouter, de venir voir comment nous travaillons, surtout quand il pleut à l'école de Plateau Fofo, surtout la maternelle de Plateau Fofo. On a des établissements où il faut faire traverser les enfants pour les faire déjeuner. Et à la route, les parents foncent avec leur véhicule sur les agents. On n'a pas de sécurité. C'est un grand manque à ce niveau. En fin de matinée, les grévistes se sont rendus à la mairie où ils ont remis un courrier dans lequel ils proposent une autre manière de négocier. De toutes les façons, ils ont déjà les grandes lignes de ce qui nous intéresse. Donc on va pas tergiverser. Aujourd'hui, simplement, nous voulons qu'un médiateur nous assiste dans notre démarche. À défaut d'une médiation en interne, les grévistes attendent la nomination d'un médiateur externe pour renouer le dialogue. En attendant, la grève se poursuit de façon illimitée. Attention, la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. En 12 heures, aujourd'hui, il est tombé 92 mm sur la presqu'île de la Caravelle, 72 mm au Vauclin et entre 40 et 60 mm en moyenne sur le reste de l'île. À noter que la RN5 a été en partie immergée en fin d'après-midi, ce qui provoque de gros embouteillages dans le sens du Cos Saint-Luce. Après l'accalmie des précipitations cette fin de journée, les averses vont reprendre cette nuit à l'approche d'une onde tropicale. Les averses vont donc devenir plus fréquentes, parfois soutenues et localement orageuses. Des cumuls importants pourraient alors se produire. Cette situation devrait perdurer jusqu'à mercredi matin. L'amélioration franche n'étant pas attendue avant mercredi à la mi-journée. Prenons maintenant des nouvelles du petit Devon dont nous vous parlions en juin dernier. Souvenez-vous, 10 jours après sa naissance, le nourrisson avait été admis en soins intensifs après avoir été pris en charge trop tardivement par les urgences de la MFME suite à une jaunisse aggravée. Aujourd'hui, ses parents sont dans l'impasse. Son état ne s'est guère amélioré. Il a d'ailleurs développé une pathologie extrêmement rare et est soigné à Paris. D'énormes répercussions sur la vie de sa famille qui se sent livrée à elle-même dans ce combat. Reportage d'Éric Dupuis. Comme s'il était en prison, Johan se sent bloqué dans cette chambre d'un bâtiment d'hôpital de région parisienne où il vit avec sa femme, sa fille aînée et Devon, l'enfant malade,
depuis le 8 août dernier. Voici mon lit, là le lit de Cassie et la maman avec Devon sur le lit, là-bas, pour le surveiller constamment, puisque comme il est amené à faire des crises d'épilepsie assez souvent. Si l'enfant est dans cet état à l'âge de 4 mois, selon les parents, c'est à cause d'une prise en charge tardive en Martinique d'une jaunisse sévère qui a entraîné un ictère nucléaire, une pathologie très rare. Quand tu le prends, tu vois dans ses yeux le vide, puisqu'il a perdu le mouvement pour faire monter ses yeux ou pas. Dyson, il y a plein de facultés qu'il a perdues, puisque ce qui a été touché, c'est au niveau neurologique, la motricité. L'enfant devra être lourdement suivi toute sa vie et pour l'instant, c'est sa mère de 23 ans qui s'en occupe 24 heures sur 24. Tout mon temps, c'est avec lui. Je me sous-alimente, je ne mange pas. J'ai pas d'appétit, je suis stressée, je suis toute seule. Je n'ai personne avec moi la journée. C'est un stress parce qu'en fait aussi ma fille, elle est à l'école, donc je dois l'emmener. J'arrive en retard, je dois aller la chercher, je dois gérer ma famille et c'est un stress. Livré à lui-même, le couple est empêtré dans des démarches administratives. Après la plainte portée contre le CHU et la clinique Sainte-Marie, la longue procédure suit toujours son cours. S'ajoute à cela la difficulté d'obtenir une assistance sociale, notamment pour accéder à un logement. L'ambulancier de 29 ans ne s'attendait pas à tant de complications en Hexagone. Ici, c'est très différent, justement. Même avec 2000, presque 3000 €, c'est difficile. Là, il faut mettre en place certaines choses pour aider Devon dans sa vie de tous les jours. Non? Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux, d'aller au travail, de me battre. Et, si derrière, on ne m'aide pas, mais je ne peux pas. Sans famille alentour, Johan cherche désespérément un logement qui permettrait de mettre en place durablement les soins du petit Devon et sortir le couple de l'impasse. Balance ton porc, c'est le hashtag qui fait fureur sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. Il s'agit de la suite de l'affaire d'un producteur de cinéma américain accusé d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes. Des dénonciations qui ont permis de délier des langues dans l'Hexagone, mais aussi chez nous, à travers Facebook, mais aussi Twitter. Des femmes racontent ce qu'elles ont vécu dans leur carrière professionnelle. Reportage de Johan Poulard. Tu m'excites avec tes airs de Chapine qui se la joue superwoman. L'extrait est sans doute le moins virulent du courrier publié ce week-end sur sa page Facebook par l'ancienne présidente de Martinique Pionnière. C'est l'une des premières Martiniquaises à avoir relayé le hashtag Balance ton porc, lancé vendredi sur les réseaux sociaux. La publication déclenche une avalanche de commentaires et d'autres femmes semblent se retrouver dans la situation dénoncée. J'avais 25 ans quand j'ai vécu ce genre de traitement, à l'occasion de recrutements menés par des hommes encore en vue et qui pèsent toujours en Martinique. À l'époque, écœurée, j'avais quitté le territoire. Plus tard, j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec d'autres femmes qui ont vécu les mêmes situations. En soirée, au travail, dans la rue, les agressions sexistes sont le lot quotidien de certaines femmes. On va passer dans la rue, on est habillé en robe ou en jupe et forcément les hommes vont nous regarder, ils vont nous citer, ils vont se mettre à venir nous draguer. On a l'impression d'être un objet en fait, hein, ouais, c'est ça, l'impression d'être sale, voilà, qu'on ne nous respecte pas en fait. Quand on répond pas, la personne insiste et voilà, ça peut même aller jusqu'à des insultes. C'est quelqu'un dans la rue et qui était très âgé en plus. Donc je me suis sentie vraiment souillée et insultée, surtout dans mon intégrité de femme et de jeune fille. Parce que j'étais quand même une jeune fille et il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Le harcèlement, un sujet que Nadlise connaît bien. Elle en a fait l'objet de son mémoire de master. Pour elle, chacun des concernés a son rôle à jouer. La victime, par son comportement des fois, ou l'absence de comportement qui serait attendu des autres. L'auteur lui-même profite de la faiblesse de l'autre. Les témoins, par leur inaction, en se cachant derrière leur position de non-agissant dans la situation. Pour l'Union des femmes, le harcèlement est une facette du machisme qui s'exerce dans notre société.
Le fait d'imposer à une femme des propos à connotation sexuelle, eh bien, c'est tout simplement lui nier son autonomie, son choix et estimer qu'on est dans un rapport de domination. Comme ailleurs, chez nous aussi, le sujet reste tabou. La honte, le contexte économique ou la difficulté à prouver les faits seraient les principales raisons du silence des victimes. Et pour mieux comprendre ce phénomène qui est loin d'être nouveau mais mis en lumière aujourd'hui, nous recevons ce soir la sociologue Nadia Chonville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, France 2 a fait un sondage sur une cinquantaine de personnes qui révèle que 3 personnes sur 4 ne font pas la différence entre de la drague et du harcèlement. Alors, dites-nous déjà comment peut-on faire la différence ? Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'on ait à faire cette définition. Je crois que c'est aussi symptomatique d'un problème que nous aurions peut-être dans notre société. Alors oui, il y a une différence entre la drague et le harcèlement. Concrètement, la drague, c'est une interaction consentie entre 2 personnes visant à savoir si on peut envisager une relation sentimentale ou sexuelle, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème à proposer d'avoir des relations sexuelles à quelqu'un tant qu'on est dans une interaction consentie. La différence avec le harcèlement sexuel, c'est que le harcèlement n'est pas consenti. Il y a harcèlement à partir du moment où quelqu'un vous a dit non et qu'il faut vous continuer. Donc vous avez fait une proposition à quelqu'un à caractère sentimental ou sexuel et la personne vous a dit non, vous continuez à le faire. Et bien là, on n'est plus dans le cadre de la drague parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une relation consentie, on est dans le cadre d'une relation violente. Alors comment peut-on définir le harcèlement de rue? Parce que pour le coup, là, on ne peut pas savoir si la personne est consentante ou pas. Comment ça se définit? Le harcèlement de rue, enfin, là je pense qu'on glisse sur un sujet aussi différent parce que le cas qui nous intéresse aujourd'hui, le harcèlement au travail, est aussi un cas très très important. Le harcèlement de rue, c'est pas une situation seulement individuelle. Le problème, c'est la répétition quotidienne qui est exercée par des hommes, même des hommes différents. C'est-à-dire, imaginez que dans notre société, le fait que l'on fasse des propositions sexuelles à des femmes dans la rue est tellement légitime qu'en fait, n'importe quel homme dans la rue peut le faire et vous pouvez passer une journée à Fort-de-France, par exemple, et avoir 3-4 personnes qui vous auront dit des insanités. Donc, la société fait peser sur les femmes un harcèlement de rue. Du coup, chaque homme qui pratique ce genre de choses dans l'espace public participe au harcèlement de rue, même s'il n'a participé, même s'il n'a fait qu'une seule fois une proposition à caractère sexuel. De toute façon, à partir du moment où vous voyez que la réaction de la femme en face de vous est hostile, vous êtes dans le cadre d'un harcèlement si vous poursuivez votre interaction avec cette femme. Alors, revenons maintenant sur le harcèlement sexuel, mais au travail. C'est toujours difficile à prouver. On estime qu'en France, une femme sur 5 a été victime de harcèlement au travail, alors que seuls 5% d'entre elles, des femmes, portent les faits devant la justice. Quels sont les recours que les femmes ont pour dénoncer, les femmes et les hommes, hein, puisque ça peut exister aussi, ont pour dénoncer? Alors, il faut comprendre que le harcèlement, que ce soit dans le harcèlement de rue ou le harcèlement au travail, les agressions sexuelles sont des phénomènes qui sont liés à des processus de domination masculine ou de domination tout court, effectivement. Une femme qui a énormément de pouvoir peut très bien aussi exercer une forme de harcèlement sur ses employés. C'est possible, mais dans la grande majorité des cas, effectivement, ce sont des hommes qui exercent une forme de domination sexuelle sur leurs employés ou sur leur entourage ou sur n'importe quelle femme dans la rue. Et les recours existent, la loi protège les femmes contre le harcèlement. Il faut savoir que lorsque le harcèlement est dénoncé, on peut porter plainte. C'est quand même passible de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison si c'est dans le cadre du travail. Donc, c'est pas facile à prouver, mais il faut oser le faire. Et je crois que les femmes qui témoignent sur ce réseau social sont très courageuses. Il faut souligner leur courage. Souvent, on a une double peine lorsque l'on déclare ce genre de choses. Tout le monde va passer la vie de ces femmes au crible à se demander est-ce qu'elles ne l'ont pas mérité, elles ne l'ont pas cherché, comment elles étaient habillées ce jour-là, etc., etc. Une victime est une victime. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument répéter. Ce ne sont pas des coupables, ce sont des victimes. Et si c'est difficile à prouver, s'il est difficile pour ces femmes d'obtenir justice, c'est aussi parce que notre droit, qui est écrit en majorité par des hommes, et notre société considère encore ce type de pratique comme légitime. Et donc, ce n'est pas seulement notre système législatif qui a un problème, c'est notre société qui a un problème, c'est à l'école que ça se règle, c'est dans les familles que ça se règle, c'est par l'éducation que ça se règle. Ça va prendre du temps,
Mais ce genre d'action, le courage de ces femmes, peut permettre de faire avancer les choses. Alors je rebondis sur ce que vous dites avec des chiffres. D'après un sondage IFOP, 4 femmes actives victimes sur 10 estiment que la situation de harcèlement sexuel dont elles étaient victimes s'est terminée à leur détriment, à elles. Ce sont plus souvent les victimes qui sont perçues comme des éléments perturbateurs. Alors est-ce que les choses évoluent aujourd'hui, déjà? Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les violences sexuelles, au début de ma thèse de doctorat, je pensais que les choses évoluaient. J'avais cette espèce de naïveté, et puis cet optimisme, cette foi en l'humanité, de dire que ça va mieux. Désolée, à l'issue puisque je termine en ce moment ma thèse de doctorat, je suis désolée de vous dire que ça ne va pas mieux. Ce qui va mieux, c'est qu'on peut en parler, c'est que vous et moi, nous pouvons avoir cette conversation en ce moment et dire que c'est intolérable. Ça va mieux. Par contre, dans les faits, dans les chiffres, les choses ne s'améliorent pas. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de travail et qu'il faut soutenir toutes ces personnes qui participent à ce que les choses changent. Mais tant que les choses n'auront pas changé dans la loi, tant que les choses n'auront pas changé dans la loi de façon radicale, on aura du mal à faire évoluer les chiffres qui sont absolument terribles. Alors justement, les chiffres, on n'a que des chiffres de l'Hexagone. Est-ce que vous avez une visibilité mais locale? Vous avez vu que j'en ai pas donné depuis le début de notre entretien. Justement, les chiffres posent un peu problème. Déjà, ici en Martinique, nous n'avons pas de chiffres précis. Ensuite, il faut savoir que les déclarations, on a souvent des sous-déclarations. Les chiffres sont considérables. À chaque fois que l'on fait des enquêtes, on peut simplement constater qu'ils sont considérables. Ça dépend, si on parle du harcèlement de rue, on peut considérer que presque toutes les femmes ont subi du harcèlement de rue à un moment ou à un autre de leur vie. Moi, j'ai été victime de harcèlement de rue, vous l'avez certainement été aussi. On finit à la limite par se dire c'est pas si grave, etc. Mais du coup, quand on nous pose la question, on ne va pas forcément se rendre compte que quand telle personne dans la rue nous a traité de tous les noms, hein, parce que tout peut arriver dans la rue, effectivement. Oui, eh bien, c'était pas si grave, voilà. Mais si presque toutes les femmes ont été victimes de harcèlement de rue, c'est pas une question de savoir comment on était habillé, comment on était coiffé. On est toujours finalement la salope de quelqu'un. Un jour, on finit par l'être, il faut bien le dire. C'est pas le fait d'être habillé de telle façon qui va nous faire devenir une victime, c'est simplement le fait d'être une femme. C'est ça, la réalité. C'est que le fait d'être une femme expose toutes les femmes françaises, toutes les femmes martiniquaises au harcèlement sexuel. Voilà, ça c'est la réalité. Et je crois que tous les chiffres que nous voyons passer, je pourrais vous en donner. Mais si je ne vous les donne pas, c'est parce que j'ai conscience qu'ils sont moins parlants que ça et moins proches de la réalité que ça. Que simplement le fait d'être une femme vous expose à la violence sexuelle. Et que ça, c'est un problème parce qu'on représente quand même la moitié des citoyens de cette République et la moitié de la population de la Martinique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis bon courage dans la suite de votre étude. Oh, tout se passe bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'espoir et qu'il y a quand même des solutions. L'éducation en est une. Donc, je reste quand même très optimiste. Merci à vous. Parlons maintenant des élèves de 6e du collège La Grosillère de Sainte-Marie qui ont participé à une épreuve de dictée un peu spéciale ce matin. Comme dans plusieurs académies de l'Hexagone, il s'agissait d'une épreuve réalisée dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la leucodystrophie, une maladie dégénérative. Le texte de ce matin portait donc sur la maladie. Anaïs Gall était sur place, regardez. On va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. Une première lecture pour se mettre dans le bain. Je vais vous demander maintenant de retourner cette page et vous allez faire de votre mieux. Et c'est parti pour la dictée. Comme il est très distrait, il boutonne sa blouse n'importe comment. Cette année, le texte est l'œuvre de l'écrivaine Leila Slimani, récemment récompensée par le prix Goncourt. L'histoire raconte la relation entre un docteur excentrique et un petit garçon atteint par la leucodystrophie. Alors en retranscrivant ces mots, les élèves montrent qu'ils soutiennent les enfants malades. C'était important, c'était pour aider les enfants qui étaient malades. Ça permet aux enfants qui sont atteints de cette maladie à pouvoir avoir un espoir un jour. Cette dictée était assez facile. Tu as eu combien de fautes? J'ai eu une seule faute. C'était super bien. Même si j'ai fait quelques fautes, j'ai fait à peu près 5 fautes. On va faire une autocorrection. Ici, l'objectif n'est pas d'être le meilleur, mais surtout de faire de son mieux. La dictée vise à démontrer l'importance de s'exprimer.
Passer par les mots, parce que les mots aussi ont une force. Quand un enfant est malade, il est important de l'encourager avec des mots triés sur le volet. Donc la dictée était un texte d'auteur avec des mots choisis. Après l'orthographe, c'est par le sport que les collégiens vont se montrer solidaires, une manière aussi de partager des valeurs citoyennes. On est tous différents, donc il y en a qui ont des handicaps et qui aimeraient courir comme eux mais qui ne peuvent pas, donc sensibiliser les enfants. Et puis aussi se donner pour les autres, sans rien attendre en retour spécialement, donc courir pour ceux qui ne peuvent pas courir, aller récolter de l'argent pour aider les familles et la recherche, donc vraiment une sensibilisation pour les élèves par rapport au handicap et donner sans rien attendre en retour, tout simplement. Chaque année en France, de nombreux établissements se mobilisent aux côtés de l'association ELA pour lutter contre cette maladie neurodégénérative qui affecte 160 enfants par an. Le CHU de Martinique organise cette semaine un programme de sensibilisation à la bientraitance des patients à l'hôpital sous forme de stand itinérant. L'objectif est de sillonner les hôpitaux publics de l'île afin d'échanger avec les personnels de santé. Rappelez que mieux traiter les malades passe par des gestes simples. Voyez les précisions recueillies par Anaïs Gall. On a tendance, quand on parle de maltraitance, à penser à des coups, frapper les patients, tout ça. Mais on oublie trop souvent la maltraitance ordinaire, qui sont des petites choses simples, mais qu'on a tendance à oublier. Se présenter, toquer avant de rentrer dans une chambre, prendre en considération le patient, l'écouter. On part à partir de petites scénettes, où on en a une qui évoque beaucoup de choses au personnel. C'est un patient qui est dans son lit. Les soignants viennent le prendre en charge et discutent de leur soirée. Mais oublient de faire intervenir le patient dans la discussion. Donc le patient n'est pas du tout pris en considération. Et donc on essaye de faire voir au personnel que cette attitude, on peut parler de sa soirée, on peut parler de ses vacances, mais on peut dire au patient, est-ce que vous aimez tel film, est-ce que vous connaissez telle destination, est-ce que ce style de vacances, le faire participer à la conversation, le prendre en compte, quoi, ne pas faire le soin sans s'occuper de lui. Et notez que le stand sera demain au CHU Pierre Zobda Kitman, mercredi à Mangovulsin et vendredi au Centre Emma Ventura. Jeudi, un colloque intitulé « Quand bientraitance rime avec compétence » sera proposé à la Maison de la Culture du Lamentin. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où les conditions de vie d'un enseignant sont dénoncées par les parents d'élèves de Maripasoula, une situation qui ne serait pas isolée dans le village. Le CHU de Pointe-à-Pitre sensibilise aux soins palliatifs. Les agents hospitaliers ont proposé une journée d'information sur les droits des patients en fin de vie. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de l'exposition des Amazones organisée par 17 photographes à la Villa Chanteclair. Place tout de suite à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane. Les parents d'élèves de Maripasoula dénoncent les conditions de vie indignes d'un enseignant, une situation qui ne serait pas isolée dans leur village. Alors pour soutenir l'instituteur, ils ont bloqué l'accès à l'établissement ce matin. C'est un reportage de Jonathan Lario. Le regard d'Emmanuel Octavie est grave. Ces photos, reçues sur son téléphone depuis ce matin, montrent les parents d'élèves de Taluène barrés de l'entrée de l'établissement scolaire de la commune. Un mouvement de ras-le-bol qui prend sa source dans la situation d'un des professeurs affectés sur place. Celui-ci est sans logement et obligé de dormir dans un hamac installé à la place des fêtes de la ville. Le collègue est dans un hamac, sans eau, sans électricité, sans endroit pour pouvoir vivre décemment. On a 6 enseignants nommés sur place et 4 logements disponibles. Et depuis la rentrée, on a un collègue qui est sans domicile fixe, qui n'a pas de logement et qui se retrouve à dormir aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il habitait chez l'habitant, sur la place des fêtes de Talouenne. L'enseignant volontaire sur le poste depuis 6 ans déjà habitait à Atouenke, un village voisin. Son habitation a été détruite pour cause d'insalubrité. Celle-ci devait être reconstruite à Taluène pour la rentrée 2017, mais rien ne s'est fait. Un problème de plus pour les habitants. La réaction de ras-le-bol des parents d'élèves est due à un trop-plein de problèmes non résolus. Il y a d'énormes problèmes au niveau sanitaire. Pas d'eau dans les logements. Problème de fientes de chauves-souris, des collègues qui se font pisser par des chauves-souris continuellement.
problème de puces, de tiques. Ils ont affecté 6 enseignants alors qu'ils savaient qu'il n'y avait que 4 logements de disponibles. On ne peut pas envoyer quelqu'un travailler sur un site et il n'a pas le minimum. Donc il y a une véritable mise en danger de la vie d'autrui. On exige que le recteur ainsi que tous ses partenaires institutionnels concernés puissent prendre les mesures pour que cette situation-là cesse. Pour le syndicat UNSA, il est temps de répondre aux besoins de Taluène. Il demande aussi que l'enseignant soit pris en charge et évacué en attente de la construction de son logement. Direction la Guadeloupe maintenant, où le CHU de Pointe-à-Pitre a organisé aujourd'hui une journée d'information sur les soins palliatifs. Depuis la loi Kouchner de 2002, les patients en fin de vie sont davantage écoutés sur leurs droits à partir dans la dignité. Voyez ce reportage de Karine Diana. En Guadeloupe, seul le centre médico-social a la capacité d'accueillir un espace dédié aux soins palliatifs. Le CHU et le CHBT disposent à leur tour d'équipes mobiles de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, qu'on va prodiguer par une équipe interdisciplinaire à des malades qui ont une maladie grave évolutive ou dont le pronostic vital est engagé ou en phase terminale. On peut se retrouver en soins palliatifs, par exemple, après un accident. Tout allait bien jusque-là. Le SAMU est venu nous chercher et il s'avère que malgré tous les soins prodigués, on se rend compte qu'on ne pourra pas guérir cette personne ou la sauver. Donc brutalement, on peut basculer dans les soins palliatifs. Mais on peut aussi, à l'occasion d'une maladie chronique, avoir un organe qui va se retrouver en défaillance. Face à une demande grandissante et un manque de place évident, le centre hospitalier universitaire a souhaité appréhender au mieux cette dernière prise en charge. On veut d'abord sensibiliser nos collègues de l'hôpital, déjà, dans un premier temps, puisque ce qu'on constate, nous, au niveau de l'équipe mobile de la soins palliatifs, c'est que les statistiques augmentent de plus en plus concernant les patients qui sont pris en charge en soins palliatifs. La deuxième chose, c'est surtout d'informer le grand public. C'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que les gens ne connaissent pas ce que sont les soins palliatifs. Et je pense que les gens ont besoin de connaître leurs droits. Parmi ces droits, celui de désigner une personne de confiance reste un des aspects les plus importants des soins palliatifs. Même sans être en soins palliatifs, une personne de confiance, c'est la personne qui va vous accompagner au cours de vos consultations, de vos hospitalisations, qui va être un intermédiaire privilégié entre vous et le médecin, qui va devoir être aussi un intermédiaire entre la famille et le médecin, mais surtout, effectivement, par rapport à la loi de février 2016, elle va être le témoin, un témoin important, au cas où la personne malade ne peut pas s'exprimer et qu'elle se retrouve en situation de fin de vie. Donc elle va devoir normalement exprimer, en tout cas, de manière résolue, la volonté de ce patient, même lorsque la famille n'est pas d'accord. Si le sujet reste inconfortable, l'équipe de soins mobiles pense déjà à une seconde édition. De retour en Martinique, où les obsèques de Marie-Thérèse Armed ont été célébrées cet après-midi à l'église de Redoute, en présence de sa famille, mais aussi de nombreuses personnalités. Celle que l'on surnommait Mamie Carnaval est décédée mercredi dernier à l'âge de 99 ans, moins d'un mois avant son 100e anniversaire. Voyez les quelques témoignages recueillis par Guy Raphaël René. Il fallait que je sois là, il fallait qu'on soit là. Nous sommes venus entre amis. On s'est dit, c'était pas n'importe qui cette dame. Elle montrait que malgré son âge avancé, elle était là et elle faisait honneur au carnaval. Et on l'attendait, on savait qu'elle serait là. Puis cette année, elle nous a tiré sa révérence. Juste avant de fêter ses 100 ans. Avant de fêter ses 100 ans, pardon. C'est peut-être un signe, je ne sais pas, ça doit avoir un sens. On pensera à elle, on aura l'impression de la voir dans un détour de vider. C'était quelqu'un. Elle est celle qui pouvait, comme ça, à la demande, bien déclamer Aimé Césaire et qui terminait toujours par parole d'Aimé Césaire. Et j'ai toujours trouvé ça très fort que cette dame, bon, absolument, j'ose dire commune, quoi, foyalaise commune, puisse terminer de manière aussi forte ce qu'elle disait d'Aimé Césaire. Alors, bien entendu, elle a occupé une grande place dans le carnaval martiniquais, foyalais mais martiniquais, pour les mêmes raisons, parce que extraordinairement dynamique et entraînante, enthousiaste, et ne renonçant à rien, mais vraiment à rien, et ne renonçant surtout pas à la personne qu'au fil du temps était devenue,
aiguisée, si j'ose dire, par la poésie d'Aimé Césaire, parce qu'elle avait gagné en identité. Et c'est cela que je retiendrai d'elle. Place au sport avec la 3e manche du championnat de la montagne qui s'est disputée hier au Marigot. Le leader du championnat, Rodrigue Théodore, s'est imposé devant Daniel Louison. Steven Orozman a complété le podium. Voyez ce reportage de Gianni Gabriel. On peut dire que cette édition 2017 de la course Côte du Marigot a été une édition surprenante. En l'absence de Patrick Besselot, archi-favori, la lutte promettait d'être belle entre Steven Orozman et Rodrigue Théodore. La première surprise vient du jeune Kenny Guillon qui, pendant un bon moment, s'est 205 sur le podium avant d'être victime d'une sortie de route à cause d'un bris de billet de direction. Autre surprise, la bonne performance d'Alexander Strasser avec sa modeste 205. La plus grosse surprise du jour reste l'exploit réalisé par Daniel Louison. Sur la C2 qu'il vient tout juste d'acquérir, Daniel signe un canon lors de l'ultime montée, ce qui le classe second. Pour lui, il fallait faire les choses dans l'ordre. On a pris doucement les choses en main et puis on s'est appliqué à s'améliorer pour comprendre le fonctionnement de la voiture. Et bon, sur la dernière spéciale, on s'est senti un petit peu à l'aise. Donc voilà, ça fait un temps qu'on s'est mis à appliquer les trajectoires, le passage des vitesses, et puis apprendre un petit peu à mieux gérer le démarrage. Donc voilà. Principale difficulté rencontrée par les pilotes, le choix et la pression des pneus. Le vainqueur du jour, Rodrigue Théodore, s'en est bien sorti. On avait un peu de mal ce matin à trouver des marques, parce que bon, la dernière fois qu'on a roulé c'était en juillet. Donc on a un peu de mal à trouver des marques, faire des choix sur les pneus, des choses comme ça. Mais en fin de journée quand même, on a eu un appel du Grand Manitou qui nous a conseillé des pneus. Et donc ça a marché pour moi sur la 3e avec le conseil qui m'a laissé des pneus. Steven Orozman termine 3e. Au pied du podium, on retrouve un excellent Alexis Dabrowski. Et le malheureux Kenny Guillon termine 5e. Le prochain rendez-vous, c'est au Diamant le 5 novembre prochain pour la dernière course de côte de la saison. Mais en attendant, embarquons-nous avec le 6e de cette compétition, le champion de Martinique en titre, Stéphane Gallet de Saint-Orin. Sport toujours avec un retour sur les événements qui ont marqué le week-end. Les championnats se sont poursuivis en football, handball, basket et volleyball. Retour sur un week-end de sport avec Karel Chassol et José Lecherti. Sport automobile, hier après-midi au Marigot, la 3e manche du championnat de la montagne est revenue à Rodrigue Théodore. Des 14 pilotes en lice, il se montre le plus rapide en 57 secondes et 66 centièmes. Le podium est complété par Daniel Louison et Steven Orozman. Sport collectif, en football, la 5e journée du championnat de Régional 1 a vu le club colonial, le RC Saint-Joseph, le Racing, l'Essor et la Samaritaine s'imposer. Partage des points dans les autres rencontres. Au classement, le club colonial rejoint le club franciscain en tête de la R1. L'Aiglon et le New Star suivent à 1 et 2 points. Chez les femmes, la 3e journée du championnat a été marquée par les victoires de l'US Lorinoise, du club franciscain et du RC Saint-Joseph. Au classement, l'US Lorinoise et le RC Saint-Joseph se partagent le fauteuil de leader, suivent le club franciscain et toute saison. En handball féminin, victoire de l'Étoile de Gondo, de l'USC Citron, du Réveil Sportif, de l'Arsenal et de l'entente AS Mondezès gauloise lors de la 3e journée du championnat de pré-national. Au classement, Gros-Mornaise et Citronnaise mènent la danse devant l'Arsenal et l'entente AS Mondezès gauloise. Chez les hommes, l'USC Citron, le Réveil Sportif, la Gauloise, l'Espoir de Floréal et l'Étoile de Gondo se sont imposés. Chez les hommes également, le Réveil Sportif est leader devant l'Espoir de Floréal, l'USC Citron et l'Étoile de Gondo. En basket masculin, la 2e journée du championnat de National 3 a été marquée par les victoires du Golden Lion, de la Gauloise, du Wax et du Golden Star. Joséphin et Wax partagent la première place devant Foyalais et Lamantinois. Chez les femmes, l'Éclair, l'Aigle Noir, la Gauloise et le Golden Lion ont remporté leur match. Au classement, Trinitéenne mène la danse devant Joséphine, Saléenne et Spiritaine.
En volleyball féminin, la deuxième journée du championnat d'excellence a vu les victoires de l'Éveil et du Rayon. Les Iliennes sont leaders devant l'Éclair, l'Espoir et le Good Luck. Au masculin, une seule rencontre s'est jouée. Le Good Luck a battu l'Aiglon 3-7-1. Les Foyalais sont d'ailleurs leaders devant l'Ucéen et l'Amantinois. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Lamentin avec cette leçon de solidarité des membres de la famille Rega. Ils hébergent une autre famille qui a tout perdu lors du passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin. Aujourd'hui, les enfants ont même déjà pu reprendre les chemins de l'école en attendant de pouvoir revenir un jour chez eux. Reportage de Camille Joseph. 2 semaines après son arrivée en Martinique, cette famille saint-martinoise retrouve petit à petit une vie normale. Les 2 enfants ont pu vite reprendre le chemin de l'école. Je ne pensais pas que la transition se ferait aussi vite. Je pensais que les enfants commenceraient l'école en novembre, mais Nicole s'est démenée pour qu'ils retrouvent une scolarité rapidement. Et 4 jours après notre arrivée, les enfants étaient en classe et c'est plutôt bien, c'est très bien. L'amitié qui lie aujourd'hui ces 2 familles est née dans des circonstances déjà douloureuses il y a 6 ans de cela. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital Zobda Kitman. Dans la maladie, nous étions toutes les 2 paralysées avec une maladie qui n'est pas très gentille, la sclérose en plaques. Nous avons toutes les 2 ces pathologies et nous sommes restés amis depuis. Et quand l'ouragan Maria frappe Saint-Martin, très vite, Nicole et Alain réagissent. Il fallait l'aider. Pour mon époux aussi, il fallait l'aider, il fallait qu'il fasse quelque chose, quoi. Absolument. Non, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Un mois après le passage d'Irma, la situation à Saint-Martin reste très précaire. Ce père de famille n'envisage pas d'y retourner de sitôt. Il n'y a rien, quoi. Il y a toujours le poubelle partout. J'ai vu la mission, le président, il est en train de travailler avec le président de la France. Les gens sentent comme ça, rien qui bouge, quoi. C'est toujours là, comme la cyclone, il est passé hier. Danina est scolarisée en maternelle. Alejandro est lui élève de CM2. Il fait sensation auprès de ses nouveaux camarades en jouant au professeur d'anglais. Il me demande les mots en français et je les traduis de français à l'anglais. Donne un exemple de mot que tu apprends, que tu leur dis. Bonjour, good morning, au revoir, goodbye, good afternoon, bonsoir. Ça nettoie, ça est jeune. Oui, La solidarité s'étend aussi aux voisins qui n'hésitent pas à prêter main forte pour mettre du baume au cœur de cette famille en reconstruction. Direction Fort-de-France maintenant, à la villa Chanteclair. Plus précisément, 17 photographes ont participé à une exposition d'Amazone frappée par le cancer du sein. Une belle aventure qui met en lumière des femmes courage. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. On peut penser qu'il leur a fallu beaucoup de courage, de tempérament, d'abnégation à toutes ces femmes qui se sont faites photographier ainsi dans leur intimité. Du cancer à l'œuvre, quelqu'un a même parlé de photothérapie. C'est vrai que j'ai pris sur moi, avec des doutes. Je me dis, est-ce que j'allais le faire? Est-ce que j'allais pas le faire? Est-ce que c'était une bonne idée? En fait, je n'avais aucune idée au départ de ce que ça allait être vraiment. Karine Avenel fait partie de ces Amazones qui ont accepté de se laisser photographier malgré la cicatrice due au cancer du sein. J'avoue que ça a été vraiment une photothérapie parce que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me réapproprier mon corps, de réaliser à quel point j'ai pu faire preuve de courage. Parce qu'il faut du courage pour pouvoir se mettre à nu alors qu'on a été amputé d'une partie de notre corps. Mais je suis assez fière de ce que j'ai pu réaliser et c'est pas fini. Résilience, résistance sont les maîtres mots de cette exposition qui présente 18 œuvres. Les Amazones se dévoilent dans leur intimité la plus secrète. C'est un sujet qui est très difficile, c'est un sujet qui n'est pas simple. Mais l'acte même de venir au studio, se faire photographier, se voir
voir son corps, voir effectivement ses traces, ses blessures, et décider de se faire photographier de la part d'une femme, nue, de surcroît, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc c'est son acte qui a été fort. Moi, je n'ai fait que des photos. Et le sujet, effectivement, est assez on peut dire dur, mais pas vraiment, en fait. C'est un sujet fort, quoi. Coup de chapeau, passage à Alexandra Arner, à l'initiative du projet. L'exposition Amazon, certes libératrice pour ces femmes à jamais marquées par la cicatrice, permet surtout de libérer la parole. Ça provoque de l'émotion. Hein. Émotion esthétique parce que les photos sont très belles, mais émotion liée, oui, bien sûr, à la situation. Oui. Moi aussi, je suis malade, j'ai eu un cancer du sein, je suis en traitement. Et c'est vrai que je suis un petit peu là pour encourager les femmes justement à se prendre en charge, à combattre cette maladie-là, parce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour guérir, vraiment. En tout cas, nous avons observé qu'il y avait beaucoup de visiteuses pour cette exposition consacrée aux femmes. On veut tout simplement dire que les hommes aussi peuvent venir apporter leur regard sur cette belle exposition qui va tenir jusqu'au 27. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de l'amphithéâtre du campus universitaire de Schellcher. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germany en Tchèque pays. À tout de suite.